en charge et le décalage entre l'idéal, entre les idéaux, entre les valeurs. C'est ça, dans l'anthropologie, il y a quand même une bonne part de travail de démythification et de démystification. On ne le fait pas, non, c'est l'ancien, non, je pense. C'est plutôt un travail de déconstruction, donc de déconstruction des mécanismes d'agrégation entre les individus. Enfin, disons, c'est une école de scepticisme, l'anthropologie, quand même. On n'accepte pas les choses comme ça, on les analyse. Il y a beaucoup le scepticisme est inscrit dans une démarche, mais on dirait beaucoup plus de la compréhension. C'est ça. C'est-à-dire de l'empathie. Oui, de l'empathie, une reconstitution un peu j'allais dire, avec bien sûr un dépassement assez fort de l'illusion d'objectivité. Une reconstitution maîtrisée des mécanismes de relations humaines. Évidemment, aussi un dépassement des représentations idéologiques. Évidemment. Oui, bien sûr, parce que c'est un des objets aussi. Oui, c'est un des objets. La preuve, symboliser la nation, on est des exercices. D'accord. Vous voulez qu'on parle de ça tout de suite? On parle d'abord de... Il a fait la transition. Il a fait la transition, allez-y, bon, d'accord. Donc, oui, effectivement, on va parler de symboliser la nation, mais aussi de ce livre qui a obtenu le prix de l'IRCAM, Usage de l'identité amazigh au Maroc. Pourquoi d'abord ce titre, qui est quand même un peu rebutant, Usage de l'identité amazigh au Maroc? Pourquoi usage? Et pourquoi c'est rebutant? C'est rebutant, c'est technique. C'est pas quelque chose qui parle à l'homme de la rue, usage de l'identité amazigh au Maroc. C'est même un mot du sens commun. Usage? Oui. Quel est l'usage que tu fais de telle ou telle chose? Oui, c'est... Bon, maintenant, c'est une question. Oui, oui. Non, maintenant, la question, bien sûr, la question est intéressante. Pourquoi usage et pourquoi ne pas parler de l'identité amazigh, tout court? La démarche est la suivante. La démarche, c'est que pour un chercheur, anthropologue ou sociologue, peu importe, pour un chercheur, soit qu'il va concevoir l'identité comme étant un objet, quelque chose qui existe et qu'on peut découvrir, qu'on peut dévoiler, qu'on peut analyser, etc. Soit on va dire, c'est pas un objet, c'est pas quelque chose qui existe, on ne peut la décrire qu'à travers la manière dont les gens, des acteurs, des institutions, acteurs politiques, l'utilisent. D'accord, très bien. Et donc, il n'y a pas quelque chose qui serait de l'ordre du culturel, voilà, une identité monolithique, essentielle, qui serait quelque part et qu'on va un peu la dénicher et la présenter aux gens. Donc, c'est à travers ce que les gens disent de leur identité, à travers ce qu'ils font de leur identité, qu'on va dire, voilà, les conceptions de l'identité. Donc en fait, c'est assez désespérant l'anthropologie, parce qu'on s'aperçoit que constamment, tout ce qui nous paraît donné, qui passe pour certains, est beaucoup plus compliqué, qu'une identité, c'est pas si simple que ça, que les identités fluctuent. C'est quand même, ça donne une idée de l'homme qui est pas... Mais je pense que le sens commun, si on le suit bien, le sens commun est beaucoup plus complexe. Et que des fois, les gens, quand ils te parlent de l'identité, ils te disent, bon, je peux être ceci et cela. Et quand il est dans l'identité, dans l'acte, il peut être 3, 4 choses à la fois. C'est ça. D'accord. Le même jour. Et des fois, dans la même cérémonie. Donc, être marocain, mais être facile quand il est avec les faciles. Être berbère parce qu'il a découvert un ancêtre, etc. Donc, le sens commun est également complexe. Des fois, c'est la science qui est réductrice par rapport au sens commun. Mais rendre au sens commun sa complexité, c'est également l'une des activités de l'anthropologue. Bien sûr. Juste peut-être avant que vous passiez à symboliser la nation, donc, par rapport aux usages de l'identité amazigh, d'abord, c'est un exercice de connaissance d'un mouvement, j'allais dire ce qu'on peut appeler d'un fait social chaud. C'est ça, oui, c'est ça. Oui. On est très content d'abord que l'IRCAM nous ait donné ce prix, parce que d'abord ça montre qu'il y a une sorte de maturation dans la connaissance. Pas que le livre est bon, mais au moins que le livre a été accepté par les acteurs du mouvement amazigh, parce que comme j'ai dit, c'est des faits qui sont des faits encore en ébullition, radioactifs. Deuxième chose peut-être sur le livre, pour nous c'était aussi un exercice pédagogique très important, parce que c'est un livre qui est collectif, qui a été fait
par 3 chercheurs confirmés, on peut dire confirmés, Ouais. donc Hassan Racher qui avait Abdelrahman Al-Khassassi. piloté le projet, Abdelrahman Al-Khassassi qui est un anthropologue connu, qui travaille oui, sur la littérature amazigh essentiellement et sur l'islam, qui est du Sousse aussi, et moi-même. Et puis on a 3 jeunes chercheurs, donc, qui seront les chercheurs de demain, donc qui sont nos doctorants, et donc qui ont travaillé pendant 3 ou 4 ans avec nous sur cette thématique, 4 ans sur cette thématique pour donner. Donc c'était un peu leur premier texte publié. Donc il y a Aïcha Al-Habib, Fatma Itmous et Aziz Chahir qui sont. Donc c'était pour nous aussi l'important dans ce livre, c'est cette possibilité de donner de l'occasion à des jeunes chercheurs de faire aboutir un peu leur recherche. Dernière chose, peut-être par rapport à l'usage amazigh, c'était un exercice interactif parce qu'il a été d'abord cet exercice de connaissance d'un mouvement qui en acte, a été débattu, discuté avec les acteurs eux-mêmes. D'accord. Donc on a pu, à un moment donné, restituer ce travail aux acteurs et donc non pas prendre en compte leurs réactions, ce n'était pas l'objet, mais surtout tester un certain nombre d'hypothèses par rapport à ces acteurs. D'accord. D'accord. Bien, peut-être qu'on en parlera 2 minutes tout à l'heure. Bon, Symboliser la nation, donc, c'est un livre qui pose le problème de la nation. Qu'est-ce qu'une nation? Qu'est-ce qui est constitutif d'une nation? Bon, c'est une question qui a été posée par d'illustres prédécesseurs, qui a été posée par, je sais pas, par Montesquieu, par Renan, par les Allemands, par Herder, par Joseph de Maistre, par tous ces gens-là. Bon, donc vous avez sur cette question toute une littérature et qui est très intéressante, passionnante. Donc c'est la question de l'identité d'un peuple. Et vous, donc vous faites un peu la généalogie de ce concept de nation et vous vous intéressez aux premiers nationalistes marocains dans la ville de Salé. Alors expliquez-nous un petit peu comment... C'est à peu près la même démarche. Oui. Bon, le livre Symboliser la nation a précédé le premier, mais c'est toujours la même démarche. C'est-à-dire que là également, vous pouvez avoir, et c'était un peu la conception des nationalistes également, il y a une nation marocaine qui a toujours existé. Toujours existé, c'est ça. Et cette nation n'a jamais changé, ni, disons, au niveau... c'est en 31, ça se passe, ça. Oui, ça se passe début des années 20. Les années 20, d'accord. Les années 31. Et puis, il y a ma démarche et la démarche de pas mal d'anthropologues, de collègues anthropologues. Pour le Maroc, vous avez évidemment un illustre prédécesseur, c'est Abdellah Al-Haroui, dans les origines du nationalisme marocain. Abdellah Al-Haroui, il est entre les deux. Abdellah Al-Haroui, il est entre une conception subjective, et il le dit clairement. Oui, politique. Oui, politique. Donc, même s'il n'y a pas l'histoire du Maroc, les gens peuvent créer une nation... Pas ex nihilo, mais ils peuvent la créer. Mais il a également une conception objective de ce que c'est le Maroc, avec son territoire, avec son costume, avec ses frontières, ses rites, etc. Et donc, moi, ce qui m'intéressait, ce n'est pas de dire ce qu'est la nation pour moi, mais également pour revenir aux usages et de dire, bon, voilà, comment les gens, dans les années 30, ont pensé la nation marocaine comme un nouveau mode de groupement. Le Maroc a toujours existé. Nous-mêmes, nous trois, on existe, mais si demain on crée une association, nous on est anciens, mais l'association en tant que mode de groupement est nouveau. Bien sûr. Donc les gens étaient là, bien sûr, Salé était là, Fès était là, les Marocains étaient là, les Marrakechis, les Soucis. Mais ce qui était nouveau dans les années 30, c'est la création d'un nouveau mode de groupement qui n'est ni la tribu, ni la confrérie, ni la cité, ni la corporation, mais un mode de groupement qu'on va appeler Oumma. C'est ça. Et donc, quel est le vocabulaire qui a été utilisé, quels sont les rituels qui ont été initiés pour renforcer un peu ce sentiment national. C'est ça. Donc vous, d'ailleurs, vous êtes impliqués tous les deux dans cette revue de qualité qui s'appelle Les Cahiers Bleus. Vous êtes impliqués tous les deux. Vous avez publié donc un débat sur sa question de la nation, du nationalisme et de la citoyenneté. Et il y a d'ailleurs une réponse de Abdellah Al-Haroui à ce que vous dites, ce que vous lui faites endosser, ce que vous lui attribuez comme conception de la nation. Il n'était pas toujours d'accord. Et donc vous expliquez que dans les années 30, il y a une association Slaoui
qui reprend une caricature d'un journal contestataire qui s'appelle Le Cri marocain et qui parle de la nation Yahya al-Maghreb. C'est une protestation anticolonialiste, c'est-à-dire que l'idée de nation émerge avec le sentiment d'une menace qui pèse sur une entité qui s'appelle la nation marocaine. Oui, les identités, qu'elles soient nationales, qu'elles soient culturelles, qu'elles soient linguistiques, naissent dans un contexte d'interaction. C'est ça, oui. Il y a identité chaque fois qu'il y a quelqu'un à côté, soit à partir duquel, soit contre lequel je me définis. Et donc la situation coloniale était une situation dans laquelle les Marocains ont pu se définir en tant que musulmans, en tant qu'arabes, mais également en tant que Marocains. Sauf que dans le discours savant, on a... Alors quels sont les concepts? Il y a le Jamahir, il y a le Shab, il y a l'Oumma. Ce sont... Watan. Il y a le Watan, il y a le Jamahir, il y a l'Oumma, il y a le Shab. Mais bon, avec des connotations très différentes. Très différentes. Et avec, en toile de fond, la Turquie, kémaliste, etc. Exactement. Et donc, tu as ces concepts-là, qui réfèrent à, d'abord, une situation qui est nouvelle, et on a ce qui est l'objet un peu de l'anthropologie, mais de l'anthropologie traditionnelle, je le reprends ici, tout ce qui est rituel. On a beaucoup parlé de l'identité musulmane, de l'identité arabe, mais quel était le fondement culturel de l'identité marocaine? Parce que quand on dit je suis musulman, on est noyé, la nation est noyée dans... Alors justement, dans vous le dites justement, vous dites voilà. Que ce qui surdétermine l'identité marocaine, c'est précisément l'appartenance à l'islam. D'où d'ailleurs le fait que l'identité, c'est très intéressant, que l'identité culturelle marocaine n'est pas réellement définie avant la formation de l'État moderne marocain, et que ce qui définit le Marocain, c'est l'islam, c'est pas une culture, c'est plutôt la religion. Mais là également, je reviens à la question des situations. Oui. Si dans une situation déterminée, c'est le français qui est devant moi, l'identité musulmane est pertinente. Si les Égyptiens et les Algériens sont devant moi, et je parle des Algériens ou surtout des Égyptiens musulmans, l'identité musulmane ne veut pas dire grand-chose. Et donc il y avait des frontières également à partir desquelles les Marocains ont tracé leur identité marocaine. Et dans le livre, vous avez le costume, oui, bien sûr, costume marocain. On ne parle pas de costume musulman, on parle de Zey Watani. Oui, bien sûr. Donc, costume marocain, c'est quoi justement? C'est également une histoire. Il en parle là, oui, d'ailleurs. C'est vraiment une histoire. C'est vraiment une histoire. Il n'y avait pas une fixité. Non. Le haïk. Tu as parlé du haïk. Oui. Le haïk était à un moment, pour certains nationalistes, pas pour tous, l'élément de l'identité féminine marocaine. Donc une femme doit porter le haïk. Et la djellaba, qui est maintenant considérée comme étant un élément traditionnel, était vue comme une hérésie, une sorte d'hérésie, une sorte d'innovation, une sorte même d'un anti-nationalisme, et que dans certains cas, ici à Casablanca, dans certains cas, des nationalistes ont harcelé des femmes qui portaient la djellaba. Ah oui. Et donc, vous voyez que quand on suit un peu, tu as parlé de généalogie, bon, le mot est beaucoup plus fort que ce que j'ai fait, mais quand on suit un peu la dynamique des identités, on trouve que les contenus changent. Les contenus changent, c'est ça. Les contenus changent. Jamais fixe, quoi. Non. Oui, bien sûr. Oui, les contenus changent, c'est ça. Donc, quand on fait un peu l'histoire du processus de fabrication, si tu veux, de l'identité. D'une identité, on touche un peu à la fois les contradictions, les négociations, les revirements, les régressions, et les réinventions Alors nous, par tradition. exemple, oui, pardon, excusez-moi, c'est Mohamed. Nous, par exemple, par rapport aux deux grandes traditions conceptuelles de la nation, la tradition française, Ernest Renan, et la tradition allemande, disons la tradition du droit du sol, du droit du sang, la tradition contractuelle et la tradition héritée, entre une tradition qui met l'accent sur
la communauté culturelle d'un peuple donné qui le précède et qui le façonne, et une conception volontariste, universaliste, rationaliste, qui est la conception française où une nation se constitue à partir d'un projet, d'une volonté d'universalité. Nous, on se situe par rapport à... Où est-ce qu'on se situe, nous ? Non, même par rapport à ça... Je répondrai plus tard. Mais le discours a été... Je sais pas, c'est une question... oui, mais comme j'ai parlé un peu... Tu parlais un peu des gens qui ont traité de la nation, enfin les derniers à avoir traité de la nation, mais d'une façon, j'allais dire, qui a amené à une déconstruction des processus. C'est les deux, c'est Ernest Gellner dans Nation et Nationalisme. Oui, bien sûr, bien sûr. Et Hobsbawm, qui a écrit un livre juste après lui, donc le fameux historien, le grand historien anglais. Enfin, les deux. Donc, par rapport à ces deux-là,